comment ça va? Comment allez-vous? Nous commençons avec les informations et bien, je pense qu'avec ces images, il est clair que le dialogue, la possibilité de discuter est terminé. Le CENTCOM avait publié ce communiqué que je vous informe en ce moment. Les forces du commandement central des États-Unis avaient mené des frappes supplémentaires d'autodéfense, comme il le mentionne, contre plusieurs cibles en Iran le 10 juin aujourd'hui. Sur ordre du commandant en chef, c'est-à-dire Donald Trump, les forces du CENTCOM, du CENTCOM avaient lancé des attaques contre des capacités de surveillance militaires iraniennes, des systèmes de communication et des sites de défense aérienne, selon ce qui est rapporté. On sait que lors de ces attaques, il y aurait une réaction importante de la part des Iraniens eux-mêmes. Cela concerne différents points en Iran, mais surtout cela se concentre sur le détroit d'Ormuz. Selon les détails, il s'agit de réponses. Ceci fait suite à une agression injustifiée et continue de l'Iran contre les forces des États-Unis visant un hélicoptère Apache. Mais aussi, cela fait partie des réactions qui étaient attendues depuis un certain temps, car il y a eu des attaques contre des bases des États-Unis, au Koweït même et dans d'autres régions des pays du Golfe. C'est une partie de ce que l'on vit en ce moment même. Et passons aussi à d'autres images importantes. Regardez. Voici celle-ci. Comment allez-vous? Bonjour. Regardez, ici nous voyons une image. Ce que nous voyons ici, c'est une explosion. Vraiment énorme, selon ce que rapporte le Centre de commandement et de contrôle de la garde révolutionnaire. Il aurait été attaqué par les forces des États-Unis. D'énormes explosions sont signalées. Cela s'est produit à Enrobat Karim, dans la province de Téhéran, en plein cœur de la capitale de l'Iran. Oui, là-bas, une attaque contre ces installations, contre ce centre de commandement, est en train d'être signalée. De contrôle. De la garde. Maintenant, cette autre image montre aussi ce qui seraient ces traînées de fumée qui sont évidemment laissées par les missiles, pour ainsi dire, ce qui est aussi surprenant. Mais écoutez le son du passage de ces missiles. Écoutons. Depuis les provinces de Sanyan, d'Azerbaïdjan occidental et d'Azerbaïdjan oriental, ils auraient capté les images de ces missiles que l'Iran, leur pays voisin, aurait lancés. Aussi, parmi les images, la suivante attire également l'attention. Voyons si nous pouvons la voir en haut. On peut voir, disent-ils, un avion de chasse qui survolerait Téhéran, d'après ce que l'on sait. N'est-ce pas? Une partie. Parmi les images, ce prétendu avion de chasse attire mon attention, car il ne va pas à une vitesse très élevée, comme on peut le voir. Ça pourrait être autre chose, peut-être un drone, mais ils annoncent pour qu'un supposé avion de chasse survole Téhéran, la capitale iranienne. C'est évidemment une partie de ce qui est en train d'être capté. Attendons d'avoir plus de détails dans un instant. En attendant, voici d'autres images. Regardez cette situation. Où cela se passe-t-il ? Il y a des explosions à Roba Karim, une province de Téhéran, en Iran. Il parlait de fortes explosions et apparemment, il s'agirait d'un centre de commandement et de contrôle du corps des gardiens de la Révolution qui a été attaqué aujourd'hui. Aussi, ces images sont montrées. C'est aussi dans un garage, une zone qui aurait été attaquée apparemment, en plus de ce qui a été observé à Bandar Abbas, à Sirig, à Aksaksgaret, à Ediek, à Barim, Baramin. Ce sont des explosions à différents endroits qui ont été, selon les rapports, signalées, mais il n'y a pas eu de circulation d'explosions comme ils l'affirment. Ils l'affirment, c'est ça. Ils assurent qu'il s'agit d'une escalade massive, mais de courte durée. Apparemment, ici, on peut l'observer. Bon, plus de tirs. Voyons si on peut entendre cela. Voici l'audio. C'est ce que nous entendons. Ce n'est pas en Iran, c'est là-bas en Ukraine. D'après les rapports, il s'agit d'un lancement d'un missile balistique Skyner-M et aussi, voici cette image, cela fait partie de ce qui a été signalé à Bahreïn. Il est rapporté que des missiles et des drones iraniens ont pris pour cible la base aérienne de Sirig Isa, à Bahreïn. Une base qui abrite d'ailleurs des avions de patrouille maritime P-8A Poseidon de la marine des États-Unis. Et un nombre important de membres du personnel américain se trouveraient dans cette zone. Non, cela fait aussi partie de l'endroit qu'ils seraient en train d'attaquer. C'est une base au bout du compte, non ?
Oui, il est confirmé que des installations militaires américaines ont été attaquées. Quelles en sont les conséquences? C'est la grande question, mais pendant le direct, nous allons essayer d'avancer dans ce sens, n'est-ce pas, et de voir ce qui se passe dans cette région. Ce qui est certain, c'est que la Maison-Blanche va également se réunir avec des entreprises de défense pour augmenter la production d'armes. Autrement dit, ils sont déjà dans une optique de guerre de longue durée et tout de suite, nous vous donnons tous les détails de cette situation. Mais bon, cette réunion, je pense que c'est déjà pas mal d'informations, non? D'après ce qui filtre, évidemment, cela montre que la guerre est en train de s'étendre. Au fait, l'Iran nie l'affirmation de Donald Trump selon laquelle il aurait parlé avec, soi-disant, des hauts dirigeants iraniens pour arrêter le bombardement de cette nuit. Qu'il y aurait eu, soi-disant, un échange de messages, non? Et que, eh bien, les membres de la garde disent que ce n'est pas le cas, que non. Enfin, voilà. C'est de la pure fantaisie de Trump, comme ils l'ont déjà souvent suggéré. Et donc, ils assurent que Trump a dit qu'il le suppliait d'arrêter, qu'il voulait déjà signer l'accord, parce que, eh bien, Trump a dit qu'il allait les écraser tant qu'ils ne signeraient pas. Il ne faut pas oublier ces phrases telles qu'il les a dites. Je n'invente rien, et la question c'est que l'Iran dit « nous ». Eh bien, Abbas Arachi intervient et dit « nous ne nous sommes pas mis en contact avec eux ». En ce moment, les conversations sont interrompues, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de conversation pour l'instant avec les États-Unis, ce qui est déjà un sujet dangereux, non? En fait, un commandant de la garde révolutionnaire, Majid Mossavi, commandant de la force aérospatiale de la garde révolutionnaire, a averti que l'Iran répondra dans toute la région si le détroit d'Ormuz est déstabilisé et qu'ils transformeront la région en un enfer. Depuis tout l'Iran, s'ils rendent le sacré détroit d'Ormuz dangereux. Et regardez, les sirènes retentissent dans différents pays du Golfe. Bahreïn, par exemple, ils rapportent en ce moment qu'il y aurait une attaque présumée de l'armée iranienne contre la base de la 5e flotte et que les alertes, les sirènes, se seraient déclenchées. On a donc signalé la publication de ces classiques messages textuels, des textes qui montrent cela, n'est-ce pas? Ils montrent le compte de Bahreïn. Le ministère de l'Intérieur de Bahreïn, cette fois-ci, affirme en effet que les sirènes sont bien en action, n'est-ce pas? Oui, oui. Et ça aussi, c'est évidemment une partie du chaos que nous avons déjà vécu, alors vous savez déjà comment ça se passe. Parfois, dans ce chaos, il y aura des informations très détaillées, mais parfois on ne reçoit que de petits indices sur ce qui se passe, n'est-ce pas? Et regardez, allons directement à plusieurs points. Maintenant que nous avons vu les images, allons aussi à plusieurs points importants de ce qui se passe. Bon, eh bien, c'est bien. Ce qui se passe, évidemment, la tension a augmenté au maximum dans la zone et l'Iran a attaqué des bases au Koweït et à Bahreïn. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'on sait sur cette série de bombardements? Bombardements? On sait seulement que les sirènes militaires américaines ont été attaquées au Koweït et à Bahreïn, comme on le dit habituellement. Après que Washington a donc terminé cette vague de bombardements, c'est à nouveau le deuxième jour, et encore une fois, cela est attribué à cet hélicoptère qui, heureusement, n'a fait aucune victime. J'ai compris ce qui s'est passé hier, mais aujourd'hui, au deuxième jour, tout s'est refermé pour moi, il n'y a pas eu 2 jours d'affilée. Le corps des gardiens de la Révolution a déclaré jeudi avoir attaqué des cibles militaires américaines dans les 2 pays en riposte, aux opérations ordonnées par Washington qui ont consisté en 2 vagues d'opérations visant 18 cibles importantes appartenant à l'armée des États-Unis. C'est ce que dit le corps des gardiens de la Révolution, parmi lesquels la base Ali et Ahmad qui ont été touchés. Il l'affirme, c'est ce que diffusent actuellement les médias iraniens. Il faudra voir le point de vue des États-Unis et bien observer, car très souvent les États-Unis ne donnent pas non plus toutes les informations. Tout comme on n'a pas parlé des bases attaquées pendant les premières semaines de cette guerre, surtout de sa seconde partie, car la première a débuté avec les 12 jours de conflit. Oui, mais c'est grâce aux images satellites que, je crois, CNN ou un média similaire a divulgué qu'ils se sont rendus compte de l'ampleur des frappes de l'Iran contre les bases américaines. Donc, eh bien, cela peut prendre quelques jours pour être confirmé. Et donc, dans la communauté de cadavres, ils ajoutent
que les forces iraniennes ont également atteint et détruit les bases aériennes de Sheikh Issa qui se trouvent à Bahreïn. Hier, l'Iran avait déjà annoncé « Souvenez-vous de l'attaque contre la 5e flotte américaine à Bahreïn dont nous avons parlé ». Eh bien, nous sommes donc face à une série de rumeurs et de contradictions, mais ce que l'on sait, c'est que Donald Trump a ordonné les frappes aériennes pour, disons, selon eux, forcer ces négociations. Pete Hess a également lancé un avertissement, n'est-ce pas? Très similaire à ce que dit Donald Trump, il affirme qu'il va y avoir une vague massive de bombardements. Cela fait partie de cette représaille, n'est-ce pas? Ce qu'il cherche, c'est soi-disant à exercer une pression maximale. Maintenant, oui, pression après tant de paroles où il disait avant que c'était une supposée attaque ou qu'ils allaient en faire ceci. Ce qui a été démontré, c'est que Trump parle beaucoup au début, ne fait rien, et puis, soudainement, il se passe quelque chose qui finit par le pousser à bout. N'est-ce pas? Oui, bien sûr. Et soudain, il commence à lancer des attaques. Maintenant, ce qui attire mon attention, c'est que Israël dit qu'ils ne sont pas impliqués dans cette affaire. Maintenant, il s'avère que, maintenant, Israël dit que non. Que sur ce sujet, non, ils ne sont pas dans cette série d'attaques, ils n'y sont pas, non. Exactement, aujourd'hui, ils sont sortis pour dire que, ils ne participent pas en ce moment aux opérations que les États-Unis mènent contre l'Iran. Mais bon, cela attire quand même l'attention. Même si en ce moment, il était rapporté que le nord d'Israël était attaqué par des projectiles lancés par le Hezbollah, qui se trouve dans le sud du Liban. Eh bien, c'est aussi une bonne chose. Une partie de ce qu'ils essaient d'étendre dans tous les sens, pas fondamentalement. Oui, ils sont en train de tout bouleverser, d'étendre le conflit maintenant à un autre niveau. Regardez, on parle aussi dans cette série de choses qui se passent, parce qu'il y a beaucoup de détails. Ils ont attaqué ou auraient attaqué les Iraniens sur 2 navires dans le détroit d'Ormuz. Face à toutes ces hostilités, ils disent qu'ils n'ont pas attaqué 2 navires. Je comprends qu'ils voulaient se traverser en... N'est-ce pas? Exactement, ils voulaient traverser parce que tout à l'heure, Pépé vous disait dans l'après-midi que l'Iran avait complètement fermé le détroit d'Ormuz. C'est ce qu'ils disent, que peu importe le type de navire, militaire, pétrolier, peu importe, ils ne laisseront personne passer. Donc, en ce moment, ce que dit le corps de la garde nationale, c'est que tout navire qui transite par le détroit ne peut pas passer. L'armée a également averti que le passage est complètement fermé à tout type de navire. D'accord, donc il n'y a pas de passage. Il n'y a pas de passage et c'est étrange car ils évoquent 2 attaques sans préciser qui a été attaqué. Aussi, en milieu d'après-midi, Pépé commentait qu'un média israélien dont je ne me souviens plus du nom disait qu'un de ces bateaux serait américain, mais il n'y a pas non plus de confirmation à ce sujet. Rien n'a été confirmé. Mais c'est frappant que ce soit un média israélien qui le dise, parce que si c'était un média iranien, on pourrait se dire qu'ils exagèrent peut-être exactement. Mais comme c'est israélien, ça attire vraiment l'attention. Oui. Surtout, il y a certains médias israéliens qui ont été très rigoureux dans l'information et nous essayons de les suivre parce que, étant plus proches, certains médias parviennent à observer certaines choses. Maintenant, dans les blogs, dans les publications faites au Moyen-Orient, beaucoup d'entre eux ont soudainement arrêté de le faire parce que les pays du Golfe ont commencé à mettre la pression pour que ce genre de choses ne soit pas divulgué. L'information devient soudainement plus difficile à obtenir. Mais Zcom lui-même l'avait déjà confirmé, c'est-à-dire il a confirmé qu'ils se battent à fond, mais ces détails n'ont pas été donnés maintenant par l'Iran. Donc il annonce déjà le détroit fermé. Les États-Unis ferment aussi le côté d'Oman. Donc en gros, le pétrole devrait exploser, non? Logiquement. Oui, c'est ça. Lors du premier live de l'après-midi où nous vous parlions de la vague, quand la vague lancée par les États-Unis a commencé, le pétrole avait déjà augmenté de 4%. D'accord, donc, et ensuite? Je ne sais pas à combien c'est resté. Oui, je crois que le pétrole avait déjà augmenté. Je veux dire déjà avant l'attaque. Parce que regarde, c'est celui-ci. C'est la hausse dont il parle, de 4%, mais cette hausse, on l'a vue dès le matin. Qui est là, c'est environ 4%. Ici, on lit 3, mais il ne compte pas à partir d'ici, donc de là à là, c'est 4%. Mais là, celui-ci est tout petit, celui qui est ici. C'est le bon, oui, d'Asie et la tendance. Je pense que ça va aller vers le haut, non? Je suppose. Honnêtement, je suis surpris de voir comment ça a tenu. Ce qui se passe aussi, c'est que la Chine, qui est l'un des plus grands acheteurs, il se trouve qu'elle a tellement de réserves et qu'elle a même arrêté d'acheter à la Russie. Donc la Chine, dans ce sens, semble ne pas avoir autant de besoins.
Si la Chine réduit sa demande, un surplus de pétrole apparaît, car elle en consomme beaucoup. Alors si tout à coup la Chine dit « j'ai beaucoup de réserves, donc je vais en utiliser un peu », eh bien ça maintient aussi le prix. Quoi d'autre ? On le sait, il y a les images satellites qu'ils vont partager pour démontrer qu'aucun navire ne passe. C'est grâce à une image qu'ils ont de ce trafic de navires, oui. On voit que le détroit d'Ormuz est bloqué, tous les navires sont regroupés et immobiles. Ils sont là, non ? Ce sont les navires qui pourraient un peu passer par le détroit. Mais en ce moment, il ne se passe rien du tout. Tout est arrêté, soi-disant. N'est-ce pas ? Du moins, c'est ce qu'ils montrent. Eh bien, c'est ce qu'ils montrent avec une image, n'est-ce pas ? Les États-Unis disent que non, que tout continue comme avant, mais bon. Celui-ci, oui. Non, qui sait vraiment, mais au final, comment le saura-t-on ? Eh bien, sur les marchés, non ? Sur les marchés, dans les mêmes rapports satellites aussi, eh bien, d'autres pays, il y a aussi la UKMTO du Royaume-Uni, qui est cette organisation qui se consacre justement à surveiller la logistique du passage des navires dans le détroit d'Ormuz. Donc eux aussi vont sûrement publier leurs propres mises à jour, et c'est là qu'on va pouvoir confirmer jusqu'où va cette fermeture. Et maintenant, ce dont nous devons aussi parler, ce sont des conséquences, n'est-ce pas ? Parce qu'ici, il y a plusieurs scénarios intéressants, c'est-à-dire, l'un d'eux, c'est la Coupe du Monde, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, au final, c'est une Coupe du Monde qui, déjà en soi, comporte de nombreux défis de sécurité en général. Mais ajoute à cela qu'il y a un pays qui veut... C'est-à-dire, il y a deux pays qui veulent se mettre la pression mutuellement, les États-Unis sur l'Iran, l'Iran sur les États-Unis. Alors, dans ces pressions, on pourrait vouloir prendre la Coupe du Monde comme prétexte pour se mettre la pression, non ? Donc cela pourrait aussi, et en plus sans compter les loups solitaires, n'est-ce pas ? Ces personnes qui, tout à coup, sont déjà très radicalisées et qui pourraient aussi vouloir agir, n'est-ce pas ? Il faut donc être très attentif à cela. Je suppose que s'il y avait déjà un niveau de sécurité et de renseignement déjà maximal, maintenant ils vont être encore plus paranoïaques, j'imagine, non ? Bien sûr. Mais bien sûr, le niveau d'alerte va être élevé là-bas aux États-Unis à cause de ce sujet. Et puis aussi, en ce moment, on informe qu'il y a eu au moins une interception au-dessus de Manama. Il me semble que c'est à Bahreïn, Manama. Des rapports signalent qu'une chose a réussi à franchir et à impacter la sécurité. C'est la deuxième nuit que Bahreïn subit des frappes, n'est-ce pas ? La défense affirme avoir intercepté une grande partie de la vague entrante, tandis qu'un possible engin ayant franchi les défenses est au sol. Donc, il s'agit d'un missile ou d'un drone qui a frappé, c'est bien ça ? La nuit dernière, il s'agissait d'une détonation près du périmètre de la 5e flotte, que Washington a finalement classée sans dégâts ni pertes, celle d'hier, et la 5e flotte commande toutes les opérations navales américaines au Moyen-Orient. Donc l'attaque d'hier de la 5e brigade ou de la 5e flotte s'est déroulée sans incident. Eh bien, c'est aussi une partie de ce qui se passe en ce moment. Maintenant, parmi les attaques qui ont eu lieu contre les pays du Golfe, on ne parle ni des Émirats arabes unis, ni de l'Arabie saoudite. Oui, en fait, ce matin, c'est-à-dire avec une communicante saoudienne, elle critiquait l'attaque contre Bahreïn et contre le Koweït, mais en réalité, ils n'ont subi aucune attaque. Oui, c'est intéressant. Que se passe-t-il là-bas ? Qui était l'un des pays les plus attaqués ? Surtout les Émirats, et maintenant il ne se passe plus rien, non ? Ça aussi, c'est intéressant. Passons à plus d'informations sur ce sujet et d'autres affaires. Eh bien, cette image ne vient pas des pays du Golfe en ce moment, c'est de la Chine. Malheureusement, 7 personnes auraient perdu la vie et 17 autres ont été blessées lors d'une forte explosion survenue dans une rue du district de Xinjiang, dans la région autonome Zhuang du Guangxi, dans le sud de ce pays. Les équipes de secours et d'urgence interviennent évidemment en conséquence. Une autre image qui a également surpris, c'est celle de cet individu. Un commandant de l'armée de l'air russe nommé Leonov, qui a remis en question, a osé remettre en question le développement stratégique actuel, c'est-à-dire, il a remis en question.
Imaginez-vous, c'est un commandant de l'armée de l'air de Russie, et soudainement il va remettre en question ce qui est logique, à savoir que la stratégie se passe terriblement mal pour eux. Et lorsqu'il remet cela en question, il le rend public en plus. En le remettant en question et en le rendant public, qu'est-ce que vous pensez qu'il s'est passé? Voilà, je suis sûr que vous savez ce qui s'est passé, non? Soudainement, eh bien, il a sauté par une fenêtre, non? Le classique, c'est une signature, ce n'est pas un accident, ce n'est pas qu'il est tombé. Nous l'avons vu pendant des années, tout haut fonctionnaire, toute personne importante qui ose être critique, saute par la fenêtre, entre guillemets, n'est-ce pas? Tu es très mal intentionné, Pépé. Tout le monde sait que la Russie a une forte gravité et c'est pour ça qu'il tombe constamment des balcons. Oui. C'est incroyable, franchement c'est fou, vraiment. Et regardez, le problème c'est ça, c'est le grand effet de la stratégie. Eh bien, si tu n'es pas capable de voir les critiques, Oui. oui, parce qu'ils les rendent publics pour une raison, non, ce n'est pas qu'ils ne les disent pas en interne. En interne, ils font ces critiques, mais quand ils voient que rien ne se passe, alors ils les rendent publics, et c'est là que le problème commence, non? Pour eux, non, ils n'acceptent pas d'entendre des critiques. Et c'est pour ça que l'autre jour, quand cette carte a été révélée, celle que les généraux présentent à Vladimir Poutine et dans laquelle ils parlent de conquêtes qui n'ont jamais eu lieu en Ukraine. Mais c'est comme ça, c'est ce que les Russes vendent à leur propre chef, à Vladimir Poutine. Alors bon, dans ce qui se passe, une fois qu'on est là-dedans, ce qui se passe en Ukraine, on sait que l'Ukraine est en train de créer une armée de drones et qu'ils ont déjà détruit des cibles russes pour une valeur de 40 milliards de dollars. C'est du moins ce qu'ils estiment jusqu'à présent. Oui, au cours de cette année écoulée, depuis sa création, ils en sont déjà à 40 milliards de dollars en termes de valeur de ce qu'ils ont détruit. Et le 10 juin, le président ukrainien signe un décret pour établir la journée des forces des systèmes sans pilote. Les drones ont désormais leur propre journée. Ce chiffre de dommages est donc assez important et représente 57% par rapport aux 25,5 milliards de dollars de pertes accumulées par le commandant de l'Axe du chef Oleksandr Syrskyi, c'est-à-dire sur ces 25,5 milliards proviennent du nouveau chef, donc des militaires là-bas en Ukraine. Eh bien, c'est vraiment fou. Là, c'est vraiment impressionnant. C'est-à-dire un énorme merci aussi à toute la communauté qui est en direct, à ceux qui ont déjà mis un like. Merci beaucoup d'avoir mis un like, d'être là avec nous. À Christy Krantz, comment tu vas? Christy, Vicky? Énorme salutations aussi à Hellboy, à Verder Verderi, à MT, à toute la communauté qui nous accompagne. Un grand merci d'être par ici et énorme salutations à Daza, à Dazar. Bonjour à toutes et à ta maman, Madame Anita. Merci pour le soutien et ce super chat. Que reste-t-il d'autre? Quelles autres infos y a-t-il? Eh bien, aujourd'hui, cette nouvelle ne va pas du tout plaire à Vladimir Poutine, car la défense de l'Ukraine vient de s'associer avec les fabricants des missiles Taurus, qui sont des missiles à longue portée, et cela afin de développer un système d'attaque à longue portée. Et nous avons vu à quelle vitesse l'Ukraine a évolué, c'est devenu un pays très intéressant en matière d'investissement militaire. Eh bien, l'entreprise de défense ukrainienne Armor et la société européenne MBDA lancent donc cette alliance stratégique, destinée donc à développer ce système d'attaque à longue portée et anti-drone. Aujourd'hui, le 10 juin, cette signature a déjà eu lieu. En parlant de stratégies et d'argent, il est également révélé que la Russie aurait donné environ 14,4 milliards de dollars à la Corée du Nord, pour les armes qu'elle lui a fournies et pour les soldats envoyés à la guerre en Ukraine. Autrement dit, le soutien que Kim Jong-un apporte n'est pas gratuit. Non, ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas rien, c'est énorme. En d'autres termes, la participation de la Corée du Nord a presque été du niveau de mercenaires, n'est-ce pas? Pas des mercenaires gagnant de l'argent pour eux-mêmes, mais pour le gouvernement de ce pays. N'est-ce pas? C'est énorme. Exactement. Cela s'est passé en environ 2 ans. Et ce chiffre provient d'un rapport de l'Institut pour la stratégie de sécurité nationale de Corée du Sud, qui documente l'impact économique du soutien militaire nord-coréen à Moscou. Où, eh bien, cette information a déjà été diffusée également par le média Wall Street Journal, où ils expliquent qu'il y a une transformation visible à l'intérieur de Pyongyang, pour comprendre. Eh bien, une partie de cette transformation est due à l'argent qu'ils ont obtenu grâce à la guerre avec l'Ukraine pour eux, n'est-ce pas? Bien sûr.
Et donc, si tu es en direct ou si tu regardes le replay, mets un like. C'est très important. Partage aussi et regarde, passons au prochain rapport. Eh bien, regardez cette image curieuse, non? Elle est tout. Elle est tout. Le voici, c'est Lula Silva qui essayait, vous savez, non? Les politiciens aiment parfois se donner des bains de foule, non? Et ils disent non, il faut aller rendre visite aux plus démunis, c'est très bien. C'est bien qu'ils rendent visite aux plus démunis, mais parfois ils regrettent d'aller dans ces lieux car ils ne veulent pas faire ce qu'ils doivent. Regardez le petit pont. Que devaient traverser les personnes qui vivent là tous les jours? Ils traversent ce pont, un pont qui a été fabriqué par eux-mêmes, n'est-ce pas? Pour aller d'une partie à l'autre de la favela. Et bon, ils lui disent oh, vas-y, c'est pour ça. Non, 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 merci. Non, au dernier moment, non. Non, mieux vaut pas. Il ne peut pas passer, il ne peut pas passer, il ne peut pas passer, non bon, celui-ci serait super, mais puisqu'il l'a vu, puisqu'il n'a pas osé, peut-être qu'il faudrait créer une sorte de stratégie pour avancer avec plus de sécurité. Évidemment, je sais que l'idéal serait qu'il n'ait pas à vivre dans un endroit comme une favela, mais au moins, si jamais ils doivent y rester un certain temps, il faudrait au moins que ce soit de façon plus sûre. Évidemment, c'est une image très forte. Évidemment, cela montre comment on vit dans certains endroits, évidemment au Brésil. Il y a aussi une autre image qui est également intéressante et surprenante, et que je recommande vraiment de voir un jour si vous aimez l'architecture. Allez y faire un tour, car l'architecture et l'impact de ces images sont vraiment impressionnants. Regardez l'image de la Sagrada Familia. Impressionnant. Impressionnant. C'est une œuvre de Gaudí, un architecte qui est décédé il y a longtemps, mais la cathédrale, disons, eh bien, il a formé la basilique, je crois que c'est la basilique de la Sagrada Familia de Barcelone, serait donc déjà terminée ou sur le point de l'être. Aujourd'hui, ils ont inauguré la tour de Jésus-Christ de la basilique, alors ils ont organisé cet événement et le pape était aussi présent, qui a béni la tour de cette église de la Sagrada. Famille. Oui, au-delà de tout ça, regardez, c'est lui l'architecte. Au-delà de la question religieuse et tout ça, c'est un architecte extraordinaire et très en avance sur son temps. Ce n'est pas seulement ça, il faisait aussi d'autres types de bâtiments. En fait, on a découvert avec le temps que cet architecte, ce Gaudí, toutes les œuvres qu'il réalisait, il choisissait les terrains, il disait non, ça doit être ici, faites comme vous voulez, mais ça doit être là. Soudain, quelqu'un a eu l'idée aujourd'hui et voit les œuvres de Gaudí former une spirale dans le ciel. C'est fou. Et lui, il n'a jamais dit ça, tu vois. C'est génial, oui. C'est vraiment fou, non? Et c'est un personnage très en avance sur son temps. Il ne vivait que pour travailler. En fait, il se rend compte qu'il se levait juste pour travailler. C'est la seule. Et sûrement, je ne sais pas si c'est le cas ou non, je ne pense pas, mais regardez, c'était une personne qui ne faisait que travailler, travailler, travailler. Il ne mangeait pas, rien du tout, il ne faisait qu'abandonner tout pour le travail. Son temps libre, c'était d'aller dans le petit bois, là où il y avait de la nature, et il passait son temps à observer la nature, les animaux, les plantes, et il avait son sac, d'ailleurs il portait toujours des pantalons déchirés. C'est-à-dire, imagine qu'il n'était pas bien habillé comme un architecte de son niveau. Pour ainsi dire, il n'avait que quelques noix et c'est ce qu'il mangeait. Tu vois ce que je veux dire? Il mangeait des noix comme ça, tout absorbé par la nature, puis il retournait travailler jusqu'au jour où il a perdu la vie, renversé par un taxi. Les gens ne l'ont même pas reconnu, ils ne savaient là pas qui il était. On l'a envoyé dans un hospice chez des religieuses pour voir s'il survivrait, mais non, il n'a pas survécu, il a perdu la vie. Et après, on se demande, où était le maître? Ceux qui savaient où était le maître Gaudí, non, il était déjà décédé, n'est-ce pas? C'était une personne très, très simple, mais un génie. Et cette œuvre, je ne sais pas si c'est encore possible, mais on pouvait grimper, on pouvait monter à l'intérieur, les escaliers étaient vraiment petits et tout ça. Mais voilà, et il y a aussi une vue impressionnante là-bas, mais bon, voilà, il était là, dans cette tour.
Eh bien, dans cette basilique, le pape y célèbre la messe. D'après ce qui a été rapporté, c'est impressionnant pour ceux qui y sont ou qui peuvent aller à Barcelone, non? Rappelez-vous que nous sommes sur WhatsApp et Telegram où nous envoyons les notifications. N'oubliez pas de liker, c'est gratuit et ça aide beaucoup la chaîne. Très bien, eh bien écoutez, passons à d'autres sujets, abordons aussi d'autres thèmes importants. Il y a des nouvelles, eh bien de tout, non? Et tout de suite, nous allons parler de ce qui se passe, eh bien sur toutes sortes de sujets. Maintenant, il y a une situation très curieuse où la Coupe du Monde, eh bien maintenant elle monétise vraiment tout, non? Mais aussi les gouvernements, et cette fois-ci, le gouvernement des États-Unis. Il devient très malin, pour ainsi dire, vraiment malin avec les influenceurs, parce qu'au final, si l'influenceur va aux États-Unis, il est presque certain qu'il va travailler, c'est-à-dire qu'il va filmer tout l'événement de la Coupe du Monde. Donc il veut que cela soit enregistré ainsi sur le visa, et non pas comme touriste. C'est-à-dire, vous voyez que les influenceurs, quand ils partent et font une vidéo de voyage, ils entrent comme touristes, oui, et ils filment tout comme des touristes. Ils ne font pas autrement. Non, non, non. Et j'imagine qu'ils préviennent la Chine, qu'ils préviennent le Vietnam, qu'ils préviennent tous les pays où voyagent ces touristes, ces influenceurs de voyage. Au final, c'est leur travail, et ce qu'on leur demande, du moins aux États-Unis, c'est de déclarer qu'ils travaillent. Donc ça va être un vrai bazar parce que beaucoup vont préférer ne pas y aller. Et si tu ne le déclares pas, ils peuvent te retirer le visa. Donc c'est vraiment un problème. Le gouvernement de Donald Trump avertit tous les créateurs de contenu qui vont voyager à la Coupe du Monde qu'ils doivent déclarer que leur visa est un visa de touriste. Et si c'est le cas, eh bien ils ne pourront pas être influenceurs, non? Donc évidemment c'est un problème, non? Qu'est-ce qu'ils disent ou qu'est-ce qu'ils demandent? Faut-il changer de visa ou quelque chose comme ça? Eh bien, ils demandent qu'ils passent au visa de travail. C'est un sujet qui, eh bien, honnêtement, me paraît, tu l'avais dit il y a 1 an, il y a 2 ans. Pas à la dernière minute. Non, un jour avant, bien sûr. Franchement, c'est ridicule. Et au final, honnêtement, ceux qui finissent par gagner, ce sont les pays. Parce que, je veux dire, par exemple, il y a Speed, ce jeune homme qui est youtubeur, qui fait aussi beaucoup de live. Quand il va en Chine, la Chine l'écoute. C'est-à-dire que la Chine a investi de l'argent pour lui donner plus de visas afin qu'il soit connu dans plus d'endroits en Chine. Parce qu'au final, ce que cela apporte, c'est du tourisme. Le truc, c'est aussi, voyons, parce qu'il dit qu'ils n'ont pas le droit de recevoir un salaire pour des activités réalisées dans le pays. Non, le salaire ne vient pas des États-Unis. Il vient des États-Unis. Enfin, et d'abord, ce qui arrive ne passe pas par les États-Unis, non? Ou alors, ça vient plutôt du pays d'origine de chacun. Et c'est là que c'est très curieux, mais au final, tout influenceur qui utilise un outil des États-Unis, eh bien, est imposé là-bas à hauteur d'un pourcentage. Oui, ici sur YouTube, on te prélève l'impôt des États-Unis. C'est-à-dire, il y a 10%. Ça dépend du pays. Ça dépend du pays, oui, mais par exemple, il y a des pays où c'est le double ou le triple. Oui, pour le Mexique, c'est 10%. Ou bien, en plus de l'impôt que tu payes ici, tu dois payer 10% là-bas. Donc tu payes presque le double impôt, même s'il existe un moyen de réduire ce que tu payes ici grâce à ce que tu verses là-bas. Il y a toute une série de choses, mais au final, tu finis par payer des impôts des deux côtés. Ça, c'est sûr, il n'y a pas d'erreur. C'est-à-dire que tu dois payer des impôts là-bas et tu dois payer des impôts ici. Avec l'accord de libre-échange, tu peux le faire. Et bien qu'une partie soit là-bas et une autre partie soit ici, sans que cela te génère une double imposition, une double taxation, et ça fait partie de ce qui a été travaillé avec l'accord de libre-échange, le TMEC. Mais il y a d'autres pays qui doivent payer, je crois que c'est 20 ou 30% selon le pays. Oui. Donc le plus fou, c'est que eux, ces influenceurs, eh bien, ils génèrent effectivement un revenu. Oui, ils leur génèrent un revenu car au final, ils te font de la publicité gratuite. Non. De plus, je parle vraiment des impôts. C'est-à-dire... Oui, vraiment, oui. En plus, littéralement, ils payent une taxe parce que les plateformes vont te la facturer, peu importe laquelle. Oui, et ce n'est pas à toi de le donner, mais à chaque plateforme américaine.
Elles te le prélèvent automatiquement. Ils te le déduisent, c'est-à-dire ce n'est pas comme si tu devais aller le payer. Non, non, ils te le déduisent directement, donc ce que tu vas recevoir sera toujours déjà réduit, automatiquement. Donc voilà, tu leur verses de l'argent là-bas et c'est une somme. Quand tu regardes ça sur des années, tu te dis, eh bien, c'est une somme qui a été versée. Oui, par exemple, le sujet des gens qui vivent à la frontière ici au Mexique et qui vont aux États-Unis, achètent un produit en grande quantité et le revendent ensuite ici au Mexique. Je comprends que ça dérange car s'ils y vont souvent sans être touristes, c'est un business. Ils y vont plusieurs fois par semaine sans payer d'impôts. Et ils ne payent pas d'impôts parce qu'ils utilisent l'excuse « je suis mexicain, je ne vais pas payer l'impôt aux États-Unis ». D'accord, là je comprends, mais ici on parle d'une visite de moins d'un mois, donc ce n'est pas quelque chose de ridicule. Maintenant, la Coupe du Monde a suscité beaucoup de débats sur la question migratoire. La semaine dernière, l'Association internationale des journalistes sportifs a déclaré que les restrictions de visa imposées par les États-Unis étaient très injustes. C'est-à-dire qu'il est devenu très compliqué d'obtenir ou de pouvoir entrer aux États-Unis. Nous vous avons parlé du cas de l'arbitre, qui, aujourd'hui même, ce jeune homme, l'arbitre Omar Abdul-Kabar Artar, a carrément déclaré que, c'est un pays raciste, que Trump est raciste, en gros, parce qu'on lui a refusé l'entrée. Et ils ont inventé là-bas une histoire selon laquelle il aurait soi-disant des liens avec des groupes terroristes. Ils ont inventé quelque chose sans preuve, ce qui est crucial car on ne peut pas dire n'importe quoi. Tu es en train de dire qu'il a des liens avec des terroristes? Et aujourd'hui, il y a eu une interview avec Gianni Infantino, qui est le président de la FIFA ici au Mexique. En fait, il était là avec Chema et on lui a posé la question, il a été critiqué, les médias lui ont reproché la question du visa. À quel point cela a été difficile, compliqué, à quel point il a été difficile d'aller aux États-Unis? Non. Oui, il dit que non, alors je leur dis de se détendre, qu'ils se détendent et passent un bon moment parce qu'ils n'ont pas, disons, de contrôle sur qui les États-Unis autorisent à entrer ou non. Mais il a effectivement été critiqué parce qu'il y a eu des pays auxquels on a retiré le statut d'hôte à cause de complications politiques. Donc la critique était de savoir pourquoi les États-Unis restent l'hôte alors qu'ils ont énormément de problèmes politiques, comme une guerre avec l'Iran, etc. Eh bien oui, là-dessus, la critique est tout à fait valable, non. Maintenant, quand la décision a été prise en 2018, peut-être que la situation n'était pas à ce niveau-là. Oui, mais par exemple, je sais que la FIFA, franchement, je veux dire, non, ne soyons pas naïfs. La FIFA a toujours été liée à des personnages très douteux comme Pinochet, le Qatar, etc. Non, on ne va pas croire que ce sont des anges. Non, mais ça a quand même dérangé. Même les médias ne peuvent pas accéder. Même l'arbitre d'un match ne peut pas accéder. C'est vraiment ridicule. Oui, non, là c'est vraiment exagéré. Salutations à toute la communauté qui arrive. Wyckoff demande Cindy Sweeney ou Anna de Armas? Anna de Armas est très jolie, alors que Cindy Sweeney a un visage un peu drôle. Je ne la connais pas bien. Bébé, c'est toi? Non. Elle a un visage de petite souris. Oui, elle a une très belle poitrine, très généreuse, que tout le monde adore, mais Anna de Armas, c'est Anna. Mais regarde-la au naturel, sans maquillage, pour que tu la vois au naturel. Mais comment veux-tu que je la voie au naturel, alors, sinon? Regarde bien sans maquillage. Comme ça, elle a l'air normale, non? Non, c'est que quand elles ne portent pas de maquillage, bien sûr, elles ont toujours l'air vraiment spectaculaires. Ah, et... Anna de Porqué? Elles mettent 3 kilos de maquillage. De Armas normale. Anna de Armas au naturel aussi a toujours l'air jolie. Je l'ai vue comme ça, littéralement en train de courir dans la rue, et elle est très jolie. Elle continue d'être jolie, Anna de Armas. Oui, c'est ça, je ne la situe pas vraiment dans des rôles, dans des films. Ouais. Toi, oui. Dans quel film? Eh bien, il y en a une, oui, mais on ne l'a pas vue. C'est que non, mais non. Vous. Celles qu'on a vues, non. Oui, elles apparaissent un petit peu dans Il était une fois à Hollywood. C'est l'un des films épiques. Oui, tu m'avais dit qu'elle était une hippie, celle-là, dans le film de Tarantino. Oui. Bon, elle y est, mais honnêtement, je ne me souviens pas de son personnage. Donc, non. Oui, c'est un petit personnage. Anna de Armas, ce qu'elle a, c'est qu'elle est très sympathique, non? Et en plus, c'est une bonne actrice, talentueuse. Et très jolie. Et jolie, oui, je veux dire, mais disons que si on parle du talent, parce qu'on nous dit qu'elles ont les deux. Les voyeuristes, c'est l'épisode où elle apparaît. Non, je n'ai rien vu, leur film, c'est du vrai cinéma, différent de ce qu'on regarde. Non, jusqu'à présent, non, du moins jusqu'à maintenant, non. Oui, je veux dire, peut-être qu'un jour, elle prendra un projet, et là, oui. C'est la domestique, ça semble plus ou moins. Je la verrai pour l'autre actrice. Je ne mettrai pas la concurrence avec le cinéma et le rêve, c'est-à-dire, je mettrai Anna de Armas contre cette actrice qui joue dans La Substance.
Je sais déjà qui c'est. Oui, parce que c'est une bonne actrice. Elle est aussi très jolie. Oui. Très jolie, oui. Je ne me souviens plus comment elle s'appelle. Mais Anna de Armas gagne toujours. Au moins, comparé à elle, c'est une très bonne actrice. Oui, c'est une bonne actrice. On ne sait pas. C'est lui qui joue avec Demi Moore. Non, la substance, la jeune femme. Regardez ce film, je veux dire, on m'avait beaucoup effrayé en disant que ça allait être très dégoûtant, et en vérité, je ne suis pas vraiment fan des films dégoûtants. Eh bien oui, c'est dégoûtant, vraiment, oui, ça l'est. Mais il le gère d'une manière... Non. Non, pas Demi Moore, mais l'actrice qui jouait sa version jeune. Oui, c'est que... Moi j'aime bien. Le problème c'est que tu ne l'as pas vu, n'est-ce pas? Parce que sinon, c'est Will Koff, tu la trouverais dans la Serama. Margaret Qualley, qui est, eh bien, elle est la fille d'une actrice, celle de Tu regardes le film, tu vas te dire, qu'est-ce qui va se passer? Cette fille va tout rafler. Mais en fait, c'est une très bonne actrice. Parce que, eh bien, au final, elle est dans un rôle assez compliqué parce que c'est Demi Moore, c'est-à-dire l'actrice, mais le personnage. Et puis tout à coup, ce personnage, eh bien, prend une substance qui le transforme en jeune femme. Oui. Donc, c'est-à-dire plus jeune, tu vois. Donc, l'idée, c'est qu'elle se transforme, mais elle change aussi de personnalité. Alors, sa personnalité jeune déteste sa personnalité âgée, et ces deux personnalités commencent à se battre. Mais évidemment, elles ne peuvent pas exister toutes les deux dans cette réalité, ces deux réalités, pour ainsi dire, la conscience 1 et la conscience 2. Même si c'est un mélange très fou, en fait, il y a un ton un peu de farce, de comédie, mais c'est évidemment un humour super noir, avec de l'horreur, un mélange vraiment étrange, non? C'est pour ça que récemment, je lui ai dit, tu sais quoi? Je pense que La Substance est un très bon film, car ce sont des films auxquels tu repenses soudainement, et tu te dis qu'il essaie peut-être vraiment fou. C'est-à-dire, le film te reste en tête, vraiment, non? Lislixa Marlowe, comment tu vas? Panterita, Magulania, comment tu vas? Un grand salut à vous. Tu es très sexy et c'est moi. Eh bien donc, salut à tous, comment allez-vous? À Rossio, David, à Wilkoff, un grand salut à toute la communauté, Blade Runner, Chris Ray, à toute la communauté qui est là. Abordons d'autres sujets importants. Eh bien donc, la situation de Nancy Guthrie, vous vous souvenez de cette dame, donc écrivaine, très influente dans sa communauté. Elle participait à beaucoup d'événements, tout le monde la connaissait dans la région, et puis soudainement, et en plus la mère d'une animatrice de télévision célèbre, dont l'émission s'appelle Us Today. Je parle de l'émission où elle apparaît, et vous savez déjà qu'elle a été enlevée, on ne sait pas par qui. La dame a plus de 80 ans. Elle souffre d'une maladie. 84 84 ans, cela fait déjà de nombreux mois qu'elle a été enlevée. Ils ont demandé une rançon, puis on n'a plus eu de nouvelles, et tout s'est compliqué. Et il y a un collectif à Nogal qui a reçu un signalement anonyme qui a attiré leur attention. Il faut rappeler que le collectif à Nogales s'est consacré à la recherche de personnes qui sont portées disparues, et qu'ils ont une certaine ou même une grande expérience. Disons le collectif dans son ensemble. Alors ils demandent de l'aide à ce collectif, et parce qu'au final, cela se passe dans une zone très proche du Mexique, et donc évidemment on pense aussi qu'ils ont pu partir au Mexique. Qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce que le collectif a dit? Eh bien, Ramona Guadalupe Ayala Ortiz, qui est la dirigeante de ce collectif appelé Buscando Corazones, a fait savoir qu'ils ont reçu un signalement anonyme. Concernant le lieu où serait le corps de Nancy Guthrie, elle a rappelé que Nancy vient de Tucson, Arizona. Et donc, selon la dirigeante, elle a reçu un appel anonyme où il a été indiqué que cette femme aurait été enterrée dans l'un des ruisseaux de la zone connue sous le nom de Mariposa. Celui-ci se trouve à l'ouest de Nogales et près de la bande frontalière avec l'Arizona. Elle explique « Nous avons reçu un appel anonyme indiquant que les restes des femmes étaient dans la zone de Mariposa, dans une fosse au-dessus du ruisseau. Cette fois, nous sommes venus explorer ce ruisseau, ce que nous n'avions pas pu faire lors de la première intervention. » La chef du collectif a précisé qu'une première recherche avait déjà eu lieu sur place, sans résultat. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, elles n'avaient pas d'indication plus précise dans le rapport anonyme et la fosse n'a pas été trouvée, mais maintenant, elles effectuent une deuxième recherche
où on leur a précisé plus clairement où elle pourrait se trouver. Cette dame est là pour chercher le corps de Nancy Guthrie si jamais il se trouve ici. En bas. Donc apparemment, selon ce renseignement anonyme, elle serait enterrée ici, non? C'est-à-dire que malheureusement, elle aurait perdu la vie. Mais ça, on ne le sait pas, n'est-ce pas? Et au final, c'est ce qu'on lui a dit dans ce commentaire anonyme. Évidemment, eux, avec leur expérience, pensent que c'est possible, et donc ils enquêtent. Exactement. Et ils ont cherché dans cette zone et ont trouvé 25 fosses clandestines. Génial. En fait, ils ont récupéré au moins 32 corps. C'est fou. Oui. Aux États-Unis. Là-bas, non, là, dans cette zone dont ils parlent. Et vous, aux États-Unis? Non, c'est à la frontière entre Nogales et l'Arizona. D'accord. Alors, mais c'est du côté des États-Unis ou du côté du Mexique? Je comprends que c'est du côté du Mexique. D'accord. Enfin, il dit que oui. Alors, si nous commençons à explorer cette zone et que nous trouvons les 4 premiers corps, cependant, nous sommes venus, nous avons vu des indices qui nous ont fait penser qu'il y a plus de personnes enterrées. C'est pourquoi nous avons partagé l'information avec d'autres collectifs de la ville qui ont récemment signalé la découverte de plusieurs résultats positifs. Donc, cette zone est très utilisée pour y laisser des corps. Quelle chose horrible. Quelle affaire terrible. Alors, c'est Mariposas? Mariposa? Oui, Mariposas. Oui, appelez-le. À Nogales, Mariposas à Nogales, voyons. Une histoire. Si la carte nous indique Mariposas à Nogales. Voyons si cela le détecte ou non. Lui, regarde comme ça. Eh bien oui, bon, non, ça ne détecte rien. Il dit que dans la bande frontalière avec l'Arizona, ce doit être tout près. C'est sûrement dans le coin, il m'envoie d'ici. Il dit, regarde, Mariposas Nogales, tu sais, je sais, c'est à cause du ruisseau. Oui. C'est tout ce ruisseau qui est là. Regarde, ici, ça doit être un ruisseau asséché, je suppose, je ne sais pas, mais vu la zone, ça doit être sec. Qui sait, mais c'est dans cette zone, je m'éloigne un peu pour qu'on se repère. C'est la vraie frontière entre Nogales, entre ce qui est, eh bien, l'Arizona et les États, et l'État qui doit être le Chihuahua, n'est-ce pas? Sonora, non? Non, ici, oui, Sonora, tu as raison, c'est bien Sonora, oui, bien sûr, Nogales, n'est-ce pas? Nogales, Sonora, et puis de ce côté, eh bien, c'est l'Arizona, non? Et que c'est incroyable, bon, eh bien, c'est comme ça, c'est la situation, je veux dire, voilà. Je me rappelle que la fille disait « Dites-nous où elle est pour qu'on aille la récupérer », pensant qu'elle avait sans doute déjà perdu la vie à cause de son âge. Mais bon, j'imagine que l'espoir ne disparaissait pas, il ne s'éteignait pas, alors maintenant, avec cette information, eh bien, qui sait, maintenant. Et, au final, la personne qui l'a emmenée, eh bien, il n'y a eu aucune piste, rien du tout. On raconte qu'à ce jour, cela reste un mystère, n'est-ce pas? De ce qui s'est passé, qui était cet individu, comment il savait pour elle, comment, enfin, toutes les informations, tout cela reste encore, eh bien, un mystère, non? Mais... oh. Eh bien, parmi les avancées intéressantes dans le domaine des IA et des technologies, il existe déjà la possibilité que certaines IA, et ChatGPT le fait aussi, mais je l'ai déjà entendu dans plusieurs IA, qui ont la possibilité que tu connectes ta carte, c'est-à-dire pour payer, tu connectes ta carte. Évidemment, je suppose qu'avec une certaine limite, ou une carte que tu as, eh bien, avec une limite très très contrôlée. Mais tu peux donner ça à l'IA et alors imagine que tu lui dis eh bien, achète-moi telle chose, non? Ou je ne sais pas si elle peut décider de t'acheter quelque chose dont tu as besoin et anticiper ce genre de choses, qui sait. Mais le point, c'est que soudainement, eh bien, ces avancées font déjà partie de la vie quotidienne de beaucoup de gens, non? Exactement. Eh bien, aujourd'hui, Visa annonce qu'elle dispose déjà de cette connexion mondiale de paiement avec ChatGPT, où les agents intelligents peuvent effectuer des achats et compléter certains paiements comme si c'était toi. En fait, il y a un enregistrement audio où une IA réserve un billet d'avion, tu te souviens? Oui. Et l'IA lui a répondu. Donc, toi tu es intelligente, moi intelligence, on ne va pas parler, je ne sais pas quoi. Et voilà, non? Ils s'accordent pour acheter le vol pour le propriétaire de ChatGPT. Bon, de cet... comment on dit? De cet agent. Oui, cet agent. Donc... c'est une étape très importante, évidemment, comment les achats changent et tout ça. Il faudra aussi voir à quel point c'est sûr, non? Moi, ça me fait un peu peur, mais bon, petit à petit, on finit par s'adapter. Oui, exactement, non? C'est vraiment, vraiment fou tout ça. Parce qu'au final, c'est un assistant, n'est-ce pas? De plus en plus complet, de plus en plus avancé.
Il faudra faire attention à ce qu'on lui dit, car il pourrait penser « Tiens, il m'a demandé le prix de cette télé de 100 pouces, je vais la lui acheter. Laisse-moi, je lui envoie son télescope. C'est une énorme télé, laisse-moi, je le vois très stressé, alors laisse-moi, je lui offre un voyage à Hawaï. » Ça peut aussi être comme ça, tout comme le prix. Comment ça, tu t'es acheté cette énorme télé? C'est l'IA. Écoute, franchement, je ne voulais pas, mais il a trouvé une offre et bon, pour trouver des offres, voilà. Oui, par exemple, c'est ce qu'ils disent, que, en termes pratiques, un utilisateur peut demander à ChatGPT de chercher des écouteurs sans fil à moins de 50 $. Donc, ces personnes devraient chercher, trouver la meilleure option, effectuer le paiement, et évidemment, tout cela doit être préalablement lié, n'est-ce pas? Eh bien, ça va être intéressant, même si, pour être honnête, moi j'aime bien faire ce travail. Je ne sais pas si je le laisserai à ChatGPT, vraiment. Oui, bon, eh bien oui, moi je le vois plutôt pour des sujets très administratifs, non? Je veux dire des travaux de bureau où il faut faire certains achats et ventes, et tout est très standardisé, comme tu dis, bah, c'est toujours pareil, ça se répète beaucoup, donc peut-être que là, oui. Mais par exemple, quelqu'un qui est très occupé, qui ne sait rien d'autre que son travail, et à qui tu dis « Hé, le 30 janvier, achète un cadeau pour Juanchito et envoie-le à cette adresse, et tel jour ?» Peut-être que oui, le calendrier, non. Pour les anniversaires ou les événements spéciaux, envoie-lui ce cadeau de la part de tout le monde, pour combien au maximum, et voilà non. Tu as déjà ton assistante, ta secrétaire, non. Digitale, virtuelle, et tout ça, non. Je sais, oui. Oui, on est vraiment fous. Passons à d'autres sujets intéressants. Demain, c'est la Coupe du Monde. Tu le sens comment? Demain, c'est la Coupe du Monde. Aujourd'hui, je préfère continuer mes paiements sans assistant. Merci. Non, merci. Oui, non, eh bien, je sais déjà. Et demain, c'est la Coupe du Monde. Je le dis déjà. Non, je ne sais pas. On ne le sent pas, non? Oui, non, il disait ça, non. Que le pays le plus enthousiaste pour la Coupe du Monde, c'est le Mexique. Aujourd'hui, ils ont fini un mème, tu te rappelles? Quand c'était l'inauguration quand le gouvernement de Donald Trump commençait et qu'Elon Musk était tout excité, le fils d'Elon, là où Donald Trump était tout sérieux. Oui, le Mexique, c'est Elon Musk. On était tous surexcités, tous heureux, et les États-Unis, qui ont je ne sais pas combien de matchs, s'en fichent complètement. Ils s'en moquent totalement. Non, vraiment pas. Non, ça ne les intéresse pas. Ils adorent les Knicks. Avec les Knicks, voilà. Oui, ce sont leurs sports, non? Exactement. Salutations à aucune idée de qui je suis, dit Wiko. Vous avez vu celle du Mexique 86 sur Netflix? Non, nous ne l'avons pas vue. Oui, j'ai vu les bandes annonces. Ça a l'air sympa. Je veux dire, peut-être que Luna nous conviendra très bien, vraiment. Oui, c'est une bonne actrice. Oui, et elle est très sympathique. Salutations, ça. Et lui, il dirige, non? Je crois qu'il la dirige, c'est que j'adore vraiment le football. Vous vous souvenez de ce film très drôle que j'ai adoré, où il jouait avec, comment il s'appelle? J'ai oublié, Damien. Damien, c'est bien ça? Michir? Non, pardon, l'autre, celui avec qui il joue. Celui-ci. Quel était le nom? Ochoa. Non, avec le 2? Qui? Avec lui. Gaël, avec Gaël. Vous vous rappelez de celui qui parlait de football? Je ne me souviens plus de son nom, il était vraiment canon. Ils étaient tous les deux sportifs. On l'a vue au cinéma, elle était très drôle. Si vous ne l'avez pas vue, elle est vraiment bien. Je cherche le nom car ce film est très marrant. Voyons, à Rudo Ikurs, il est vraiment bien et c'est sur le football parce qu'ils sont tous les deux footballeurs. Oui. Si. Bon, salut aussi à Idia Rudo Ikurs. Tu l'as déjà vu, Wiko? Oui. Elle est vraiment marrante et la petite chanson et tout, c'est ce que dit Panterita. Moi, j'adore le football. J'étais gardienne sur les terrains vagues, dit Panterita. Sérieusement? Panterita, trop cool. Salut, dit Wendy. Et je vous envoie une photo dans la communauté, les gars, dit Wendy. Ça marche. On va vérifier, Wendy. Salut à New York, comment vas-tu? Et ta famille? Salutations jusque là-bas. On va vérifier tout de suite, je l'ouvre maintenant. Rappelez-vous, on est ici, dans la section communauté. Je veux dire, désolé de devoir le répéter de temps en temps, mais il faut le dire parce que beaucoup de gens ne sont pas au courant. Donc, vous allez dans la communauté de la chaîne, c'est-à-dire, vous entrez sur la chaîne. Et là, vous pouvez voir... Eh bien, des photos que la communauté publie, n'est-ce pas? Donc ici, tout le monde peut participer. Oh, que c'est beau!
Quel chien magnifique tu as. Oui, il est vraiment génial. Et sa chemise du Portugal. Je le mets ici tout de suite. Trop beau ce chien. Il dit « Soutien à 100% à l'équipe gagnante. » Le Portugal, dit Wendy. Oh, regarde-moi ça. Parfois, j'ai envie de manger là-bas. Et regardez la chemise, regardez la chemise. La dignité de l'allure. C'est comme la version de Cristiano Ronaldo, mais en chien. Non, mais beau et sympathique. Mais il a l'air costaud, disons, non? Bien sûr. Ça se voit qu'il fait ses pompes. Non, ça se voit qu'il fait ses C. On voit qu'il fait de l'exercice. Magnifique, Wendy. Et elle là aussi. Wendy porte sa casquette. Non, Wendy, j'ai adoré. Wendy aussi, superbe comme toujours. Quelle femme. Très bien, Wendy. Eh bien, salutations à tous depuis New York et bonne chance. Bonne chance avec les Knicks, ça va devenir fou. Je sais. N'est-ce pas? Il y a eu une vingtaine de personnes arrêtées l'autre jour, vu comment les choses ont tourné. Là, il y a le petit chien de Gir et je ne comprends pas l'algorithme de YouTube. Ça fait 2 mois qu'il a publié, mais il est toujours mis en avant. C'est celui que YouTube aime. Oui, il l'aime, il l'aime. Et il aime aussi les poules de mon homonyme, José Sanchez. Et là, la fête du mort. Leonardo aussi, la photo de Leonardo. Enfin, pas de Leonardo, mais du chien Leonardo, évidemment. Du célèbre mort. Bon, alors. Il dit Wyckoff et ça m'est venu à l'esprit. Alors maintenant, Wyckoff, je t'ai vu en train de pleurer. Elle est super, demain je la télécharge. Je l'avais beaucoup. Je veux que tu m'aimes. Je veux que... Elle est super. Oui, super. Oui, Leonardo, pour les étudiants, j'ai vérifié. Donald Trump a eu une carrière militaire. Eh bien, c'est une école militaire. Une école militaire, oui, enfin de niveau lycée. Il n'a jamais participé à cela. Non, je ne sais pas exactement jusqu'à quel niveau il est allé, mais que ce n'était pas une coïncidence qu'il ait pris le poste juste au moment où un conflit arrivait. Écoute, la vérité c'est que Trump n'a jamais eu l'intention d'être militaire, ni ne s'intéresse à tout ce qui est militaire. Quand il devait aller au Vietnam, il a esquivé. Oui, voilà. Oui, c'est ça. En fait, d'après ce que je comprends, c'est sa famille qui l'a forcé. À l'époque, les enfants de bonne famille allaient dans des écoles militaires. C'était courant. Coutume. Les enfants friqués, oui. Aux États-Unis, les blancs. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire les enfants riches. Les enfants riches, ouais. Les fils à papa. Non, c'est que... C'est enfin, il ne va pas comprendre, enfin, Léonard, là-bas, on n'utilise pas ce terme. C'est-à-dire les enfants de familles très riches et souvent un peu mal élevés ou même un peu rebelles. On les envoyait à l'école militaire, mais est-ce que vraiment l'école militaire... Eh bien oui, soi-disant que oui, apparemment ça lui a plu, je ne sais pas quoi, mais au début non, il ne voulait pas y aller. Donc ce n'était pas par plaisir, n'est-ce pas? Donc, mais c'était vraiment, comme le dit Astrid, très élitiste, très réservé à une certaine élite. Super élite. Fréquenter certains groupes et tout ça, c'est comme s'il voulait tant le pousser à rencontrer du monde. Parce qu'il faut se rappeler que la famille Trump était déjà riche à ce moment-là, mais elle n'était pas bien vue. En fait, elle ne l'est toujours pas. Oui, non, ce sont comme des nouveaux riches. Oui, exactement. C'est-à-dire, à cause de leur comportement, il faut se rappeler que son grand-père avait un bordel. Donc, vraiment, ce n'était pas une famille qui avait de l'argent de façon respectable, non? Comme des choses bien, disons, reconnues. Pour ainsi dire, non? À leur époque, n'est-ce pas? Ce ne sont pas des Vanderbilt, ils ne viennent pas de ce cercle new-yorkais en plus, non? C'est une région où il y a des millionnaires, oui, non? Oui, et ce traumatisme se voit chez lui. Je veux dire, ça se voit. Ça se voit dans le fait qu'il veut prouver, et qu'il veut prouver, et qu'il veut prouver. Alors que, mec, tu es déjà traumatisé. Enfin, non, c'est comme... Quel traumatisme? Tu veux tellement prouver, c'est comme... Oui, mais bon. Il dit salutations à Panterita, aussi au père de Navarra, qui dit une blague pour les grincheux. Oh, ça a bougé. Il dit chef, ce mois-ci on m'a payé moins, mais le mois dernier je vous ai payé plus. Oui, une erreur, ça se comprend, mais 2. Oui, et surtout contre, n'est-ce pas? Eh bien non. Oui, non, eh bien... Non. Salutations à Antonio Vasquez qui arrive en retard, mais je vais le renvoyer. Excellent, Antonio. Salutations à Lixia Marlu, comment vas-tu? Armando Antonio dit que Lula a reculé comme les meilleurs sur le pont des courageux. Haha. Selon Armando, cela arrive car il fait semblant. Salutations. À Armando, salutations aussi à Vic et aussi à dit Wendy. Haha, le chien s'appelle Tucket. Le Tucket, d'accord. D'accord. Salutations aussi à Mecla Ferrucito, dit Wico. Salutations. Celui-là, voyons, ils ne vont pas l'enlever, non, enlève-la. Celle-ci, dit Diane Dandy Quintanilla, je vous ai envoyé un petit quelque chose par PayPal. Oh, merci beaucoup, Dandy. Merci infiniment. À mon avis, ils ont probablement distrait l'Iran, ils ont identifié les postes de commandement et les points névralgiques pendant tout ce temps, bien sûr. Et ils se sont vengés. Salutations. Oui, je pense la même chose. Merci beaucoup, Dandy. Salutations. Je pense que c'est comme ça que Trump l'a fait à chaque fois, c'est-à-dire...
Et Rappelez-vous que la première fois avec comment il s'appelle avec l'Iran pendant la guerre des 12 jours, eh bien 2 jours après le début de la guerre, ils avaient une conversation à Oman. En fait, ils ont utilisé les Omanaises, ils en ont profité aussi, c'est pour ça que les Omanais sont en colère. Oui. Et au dernier moment, c'était pour mener une opération à l'intérieur de l'Iran, donc ne doutez pas qu'il y ait aussi des agendas cachés du côté de l'Iran, n'est-ce pas? Qui sait quoi? Enfin, ce sont des pays en guerre, ce sont tous les deux des pays en guerre. Et donc ils font sûrement leur plan, pas vraiment en pensant à un dialogue ni rien de tout ça, n'est-ce pas? Voilà. Martin, au revoir à tous. Je préfère ne rien savoir pour l'instant. Salutations, Martin. Salutations, Martin. J'avais été déçu. Pour moi, c'est lundi. Salutations aussi à Panterita, dit Pépé, en direct. Regardez notre fils. Enfin, ce sont 2 chiens et un chat. Il l'a déjà posté dans la communauté, dit Panterita. Voyons, Panterita. Bon, rien, tout va bien. Nous sommes très populaires dans la communauté. Papa Noack dit, phrase, la froideur n'est pas un trait de naissance. C'est un diplôme à l'école des traditions. C'est vraiment bien ça. Salut, c'est un peu romancé, mais c'est bien. Salutations à Raoul Sachs, comment vas-tu? Et à Lixamar, ce qu'il dit, pourquoi tout ensemble s'écrit séparé et séparé s'écrit tout ensemble. Et il dit que Wiko Kiwikov, celui qui naît, celui qui n'a rien et qui finit par devenir fou, veut revenir. Trump, Hitler, Mussolini, Stan, celui qui n'a rien et qui finit par devenir fou. Il veut revenir, d'accord. Et comme si... Ça bouge là. Oui. Salutations à Alfonso Galozo qui nous regarde de Bakersfield, Californie. Salutations. Salutations à Léonel qui nous regarde depuis Rancagua, Chili. Et au mardi, un autre bon film de football, c'est À nous la victoire, de 1981. Voyons, Omar, laisse-moi vérifier si c'est bien celui auquel je pense. C'est celle où il y a un groupe de prisonniers de guerre, et en fait je crois que Pelé joue dedans, si je ne me trompe pas. C'est celle où ils sont enfermés et ils ont l'idée d'organiser un match et ils s'échappent pendant le match. Je crois que c'est celle-là. Dis-moi si c'est bien ça, Omar. Plus ou moins, à moins que je ne me trompe beaucoup. Salutations aussi à Il dit. C'est bien ça. C'est le petit perroquet. C'en est un autre, celui-ci, Coro. Il est vraiment mignon. Il est vraiment mignon, oui. Peruchito, j'aime son nom. Peruchito. Il porte un collier avec une pomme ou quelque chose de similaire. On dirait un cœur ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas, mais il est très beau. Et oui, il est très joli. Visage intelligent, évidemment. Oui. Pépé ne dit rien. Comment tu vois que Poli Marquez dit demain 2-20 Mexique-Afrique du Sud? Eh bien sinon... Oui, ou je dirais plutôt un 3-1. Ce serait bien, je veux dire, que l'équipe du Mexique nous fasse tous taire. Ce serait génial. Oui, vraiment. Et qu'ils gagnent vraiment tout. Quelque chose d'intéressant en ce moment, c'est que, à la différence des autres sélections, non, ça ne te met pas la pression parce que personne ne croit en eux. Donc, si jamais ils font quelque chose, un bon parcours, tu sais qu'ils vont gagner le cœur de tous. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, ils vont juste dire, bon, d'accord, voilà, chacun. En fait, oui, c'est vrai, c'est excitant, évidemment, ça fait plaisir qu'ils fassent un bon parcours, mais au final, ce n'est pas l'équipe nationale d'autrefois, donc bon, qu'ils aillent d'où ils veulent. De Mexico, Guadalajara, Querétaro, peu importe. Là où il y a toute la publicité de la Coupe du Monde, non? Je veux dire, on ne sait pas vraiment qui fait la pub pour qui l'est, il y a aussi des pubs sur la barbe avec d'autres que des footballeurs. De l'ancienne garde, celui que je vois le plus, c'est Luis Garcia. Oui d'ailleurs, Luis Garcia apparaît dans toutes les pubs. C'est fou, je veux dire, au moins dans celles où ils offrent des cadeaux. Sur les panneaux publicitaires, ils apparaissent même beaucoup, mais si tu fais attention, c'est Luis Garcia, c'est Ochoa, enfin celui dont je parle, Ochoa. Il est présent en équipe nationale, même s'il est le 3e gardien. Mais tu vois, quelqu'un vient de me rappeler qu'à l'époque, c'est aussi arrivé avec El Conejo. Tout le monde s'est moqué. Pérez. Ils ont mis El Conejo Pérez dans l'équipe nationale comme vétéran et il est entré à la dernière minute, réussissant très bien. Au final, ils ont l'expérience. Exactement. Et Ochoa, je veux dire, bon, peut-être qu'il n'est plus vraiment à son meilleur niveau, mais il a une expérience énorme, donc parfois, sous pression, c'est plus... Peut-être bien. Il est déjà plus aguerri et il l'a déjà fait avant, non? Alors aussi, bon, je me suis dit, bon, dans ce sens-là, peut-être que c'est possible, mais le fait était que, bon, je me souviens que je disais, non. Non. Non, justement, il disait que faire un live en ayant faim posait problème, non? C'est-à-dire, on essaye de dîner après, donc parfois, oui, à cette heure-ci, oui.
Oui, Pantelita dit que le petit chien est super intelligent, que le petit chien est très intelligent. Ça se voit, oui, oui. Omar dit, s'il y a un combat, Stallone et Michael Caine, s'il le veut. Oui, je l'ai déjà vu, je l'ai vu. Il regarde un point. Je crois qu'ils l'ont mise sur la 5. Ils l'ont diffusée sur la 5, doublée. Oui, elle était bien. Salutations à Wyckoff qui affirme que c'est mon fils par l'opération du Saint-Esprit. Et pas juste avec des votes cette fois, il y a plusieurs petits animaux. Pépé dit « Ne me jugez pas que pour les dinosaures. » Tu as raison, Pépé. Je demande s'il y a plusieurs animaux de compagnie. Non, ils ne sont pas dans plusieurs votes. Mince. C'est-à-dire, oui, Rossio. Non, ce que je veux dire, c'est que ce sont ceux qui apparaissent dans la publicité. C'est-à-dire, les nouveaux joueurs n'apparaissent pas. Ils ne sont pas dans les annonces. Ils n'apparaissent pas, je ne sais pas qui ils sont. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas encore cette popularité, mais s'ils y parviennent, bon, ça va vraiment décoller. Il dit... Où est-ce que c'est ? Où est-ce que c'est ? Enfin, peut-être qu'il l'a posté séparément. Tu sais, on peut mettre plusieurs images dans une même publication et ensuite on peut les faire défiler comme ça. Je vais vérifier s'il en a posté une autre. Une autre ? Pas celle-ci, pas celle-ci. Oui, regarde. Non, non, celui-ci c'est Dadassar. Mais c'est un mème. Oui, C'est un mème. c'est un mème. C'est vraiment bien, je devrais le laisser ainsi. C'est ça la nouvelle. Pour les affaires Trump, on le met. Ce salut à Vic. On dirait qu'ils sont là pour rigoler, comme tu l'as dit l'autre jour. La bande est prête. Ha ha ha. Salut Vic. Salutations à Rossio, David, celle citée par Pépé, que des noms de dinosaures. Oui, mais ce sont les seuls qu'on connaît. Salutations, voyons qui nous avons salué, dit Béatrice. Ton petit chien panthère est trop mignon, et dit Léonard. Pépé, les meilleurs joueurs du monde et les gagnants de ce siècle sont les gouvernements de l'ombre. Ils possèdent l'arme la plus puissante pour tout contrôler, la technologie. Qu'en pensez-vous ? Salutations de Léonard. Salut Léonard, comment vas-tu ? Il y a toujours eu et il y aura toujours des choses cachées, quel que soit le domaine. C'est ce que j'ai toujours pensé. Regarde dans une école. Regarde les politiciens locaux. Regarde où tu veux. Il y a toujours quelque chose de caché derrière tout, n'est-ce pas ? Alors, de ce point de vue, je pense que oui, il y en a toujours et il y en aura toujours, pour le meilleur et pour le pire. Parce que non, 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 ce n'est pas seulement pour le pire. Souvent, ce qui est caché n'est pas forcément mauvais. Ça peut aussi concerner des choses positives, non ? C'est-à-dire que parfois, dans les gouvernements, il est difficile de penser comme ça, mais il existe aussi des choses positives qui bien souvent ne sont pas exposées. N'est-ce pas ? Oui, je pense qu'il y aura toujours ce genre de choses. C'est aussi lié à notre comportement humain. Parfois, il y a des petits groupes, non ? Qui travaillant dans l'ombre essentiellement pour, j'insiste, pour le bien ou pour le mal. N'est-ce pas ? Aussi, Béatrice, comment vas-tu ? Salutations. Tu dis que les petits poilus sont tous très beaux. Béatrice Alvarez demande comment ça va. Béatrice, salut. Bonjour aussi à Alex Amarlo, qui dit qu'il va monter aujourd'hui. Moi, mon bulldog français, je donne la couleur pâte et à cannelle que vous avez déjà vu il y a quelque temps. Vas-y, montre-les quand tu peux. Je les mettrai en ligne dans quelques heures, et si ce n'est pas aujourd'hui, alors demain, nous les mettrons ici avec grand plaisir. Merci. Salutations Mercedes, il est tard, j'ai fini, je rentre. Le match au stade Azteca à 11h, vous y croyez ? Ou vous pensez qu'il va pleuvoir ? 11h du matin, oui, c'est possible. Non, la pluie commence vers 3h à Mexico, mais à midi, selon moi, c'est à 11h parce qu'ils suivent l'heure de Basse-Californie. D'accord, oui. Oui, c'est à midi chez nous. Oui, là-bas, j'avais eu peur et je me suis dit, mince, c'est foutu. Oui, non, il dit 11 là-bas, bien sûr, ma Mercedes. Regarde, voyons tout de suite. Voyons comment sera la pluie à Mexico demain. Regarde, regarde, en fait, ça s'est déjà dégagé, comme c'était hier, vous vous souvenez ? Jusqu'à 5h de l'après-midi, ça l'indique, non ? Jusqu'à 5h de l'après-midi, regarde, il n'y a rien. Il y a vraiment très peu de choses ici. Voyons. Où est-ce ? Ah, regarde, Mexico, il n'y a presque rien, ça ira s'il y a une bruine ou autre, regarde. C'est-à-dire, il m'indique au maximum 5 mm de pluie, entre 5 mm, plus au sud, ça indique environ 8, mais voilà. Regarde, c'est le maximum qu'il pourrait y avoir. Demain jusqu'à 5h de l'après-midi, mais si je regarde l'horaire, regardez, jusqu'à 2h de l'après-midi, il n'y a pratiquement pas de pluie. Donc la journée va apparemment être parfaite pour le match, n'est-ce pas ? Beau temps, voyons. Regardons la température. À cette heure-là, la température met un instant à midi pile. Là, je l'ai mis à 1h, 23 degrés Celsius. Climat idéal aussi pour faire un bon match. C'est-à-dire que le climat apparemment est parfait, n'est-ce pas ? C'est ça le point ici. Salutations Mercedes à Tijuana, comment ça se passe là-bas ?
C'est bien, c'est plutôt bien, non? Ça s'est éclairci par rapport à ce qui semblait devoir arriver avec les supposées pluies et orages. Il dit à 8 heures du soir, Corée contre Tchéquie, dit Omar. Eh bien, on va commencer à essayer de regarder quelques petits matchs par là. Ici Rocio Davila dit la seule chaîne pet-friendly, dit Rocio, exactement. Tout à fait exact. Totalement, dit Lee. Quoi? Non, tu vois, on a pensé à avoir une table ici qui pourrait... Enfin, j'y ai pensé, oui, mais à avoir une table ici sur laquelle Yoko pourrait monter quand elle veut, mais non. Non. Non, je la connais, elle serait très envahissante. Ce n'est pas grave. Si elle veut communiquer, elle veut informer. Elle veut donner des détails, des opinions. Celui-ci dit, Lixamar, Louis, et les paysans et les enseignants. Eh bien oui, tu devrais voir en ce moment, il y a les mères chercheuses, elles ont aussi eu l'idée de venir, enfin les familles, non? Ce sont vraiment des familles, et il a déjà fallu secourir un policier qui, eh bien, ils l'ont encerclé là, les gens, les personnes qui protestent. Donc oui, c'est comme ça, et en plus, ils l'ont laissé... Enfin, pourquoi ils attendent jusqu'à maintenant pour régler ça? Ça fait déjà quelques heures, donc oui, je ne sais pas s'ils vont vraiment le régler maintenant. Quelle histoire! Mais celui du gouvernement, enfin, pourquoi il n'a pas réglé le problème? Pourquoi il n'y a pas de discussion, je ne sais pas, quelque chose? Parce que oui, l'ambiance devient vraiment tendue. Oui. Je dis aussi, d'accord, ils savent que leur atout est la pression due à la Coupe du Monde et veulent en profiter au maximum, donc ils iront aussi loin que possible. Je veux dire, aux États-Unis aussi, il y a eu des manifestations, d'ailleurs, à propos de l'ICE, n'est-ce pas? J'ai aussi remarqué qu'on en parle peu, mais ils ont bien manifesté, non? Il dit que Julieta Venegas chante. Non, oui, non. Salutations aussi à Dice qui dit que Vicky Belinda va chanter avec Shakira aussi. Regarde, je ne savais pas. Il dit non, Julieta doit dormir et il faut même enlever la chanson. D'abord, ils ont dit que c'était officiel, puis non, que ce ne l'était pas, ils ont eu honte. Eh bien, c'est déjà une vieille chanson. L'autre jour, je l'ai appris parce que Ceci Dover l'a mise, qui est ici une youtubeuse qui parle de musique, spécialiste dans ce domaine. Eh bien, c'était une chanson de Patita de Perro, qui est un groupe de rock des années 2000 qui chante pour les enfants, imaginez-vous. Elle a repris la chanson, l'a un peu modifiée et l'a rendue plus ennuyeuse. Salutations à Panterita, il ajoute. C'est pourquoi je dis mondial pour millionnaire de Panterita. Oui, non. Eh bien, c'est que les coups sont fous. Oui. Le papa dit non, Pépé, que Keiko gagne maintenant pour 650. Et c'est ridicule la somme qu'elle gagne. Point zéro, tu vois, c'est-à-dire... On raconte que maintenant c'est déjà moins. C'est déjà moins, n'est-ce pas? Point 02. 751 voix avec 98,21% des procès-verbaux comptabilisés. Oui, c'est-à-dire, c'est vraiment facile que ça bascule d'un côté à l'autre. Je ne sais pas, tu ne sais pas, papa de Novak, s'ils ont déjà comptabilisé les votes de l'étranger. Voyons comment ça avance, papa de Novak. Mais oui, on vérifiera encore tout à l'heure. Oui, avant le direct, on vérifie. Oui. Ils ont déjà inversé la tendance car avant, c'était l'inverse. C'était à l'envers? Oui. Oui, ils l'ont fait. Ils sont comme ça. Non, dès qu'on pointe le nez, l'autre est déjà fichu. Oui, c'est très serré. Salutations à... Elle dit salut, Chris Christie, salut aussi. Elle demande, dites-moi quand Shakira chante pour pouvoir changer de chaîne. Elle dit Melissa Marlu, ça ne te va pas bien. Salutations, dit Wyckoff. Ce qui est sûr, c'est que c'était déjà son tour, un peu comme l'autre fois. C'est cette fois, non. Salutations. Wyckoff dit de venir voir Monty Crew et la FENAPO en août. Il dit qu'il sera là. Salutations, Wyckoff. En plus, c'est gratuit. Allez. On y va, j'aimerais bien aller y faire un tour. Pour commencer, on va faire un tour à Mexico. Voilà. Ça fait un moment qu'on n'y est pas allé. Il dit, voyons, à quelle heure? Ah oui, je l'ai déjà lu. D'accord. Il dit, voilà pourquoi j'appelle ça la Coupe du Monde des millionnaires. Je l'ai déjà lu. Allons-y. Bon, les gars, souvenez-vous qu'on est sur WhatsApp, qu'on est sur Telegram et qu'on vous envoie la notification des envois. Et on est aussi sur Facebook, X et Instagram. Insta. Une accolade, portez-vous bien. Demain, nous serons probablement en direct. Ce qui vient de l'étranger a déjà été comptabilisé. Ce qui vient de l'étranger a déjà été comptabilisé. Merci pour l'information. Il dit « Je suis Adrian Lixa Marlowe ». C'est-à-dire Adrien Dilbert. Oui? Oui, eh bien, la même photo. Super, salut, très bien. Et aussi un énorme salut à Leonardo, à toute la communauté qui nous regarde, là-bas en Espagne, à ceux qui nous regardent en Argentine, à ceux qui nous regardent en Colombie, aux États-Unis. Super, eh bien nous sommes ici, en train de discuter à Mexico évidemment. Monterrey, ici. Guadalajara. Eh bien écoutez, merci beaucoup. Salutations, grosse que la salutation. Adrien, grosse que la salutation à toute la communauté. À Vic Sega, au père de Nova et à toute la communauté. Merci beaucoup de nous accompagner. Écoutez, demain nous commencerons sans doute plus tôt.
Nous allons aussi essayer, cela dépendra à nouveau des informations, mais nous essaierons de commencer un peu plus tôt parce que sûrement beaucoup regarderont la Coupe du Monde. Ici à Monterrey, ils n'ont pas suspendu les cours, donc, c'est à moi de le faire. Oui. Bien sûr. La même chose, la même routine, donc d'aller emmener mon fils aîné à l'école et tout ça, non? Alors, sinon, non, je sais pas, maintenant, on va voir qui va en cours, n'est-ce pas? On va voir aussi. Je pense qu'ils vont mesurer ça là-bas. Merci beaucoup, je ne sais pas si Mercedes. Oui, nous avons bien reçu ce qui venait de Oxo, merci. Merci Béatrice, passe un bon séjour ici au Mexique. Merci à la personne qui nous a soutenus via PayPal et à tous ceux qui soutiennent la chaîne de cette façon. Je vous en suis très reconnaissant et voilà, j'espère que vous allez tous très bien. Il dit « Je pars au Mexique demain, je pars au Mexique demain ». Excellent, il va voir Béatrice, c'est ça vos pronostics. Une forte accolade, portez-vous bien. À bientôt. Nous interrompons votre programme habituel. Merci d'être à l'écoute de la vérité. Ceci Est. PP en direct. La vérité est intense, pure. L'insolite est réelle, pure. Ici, nous l'analysons. Perspective globale. Ne reste pas à l'écart. Branche la chaîne. PP en direct contrôle le signal. PP et Astrid disent la vérité. Journalisme brut. Ici, on respecte. Active l'alerte. Ne perds pas la trace. À la prochaine. Oui, monsieur. On fait l'appel. Abonne-toi, abonne-toi. PP en direct à la maison.